Pensez-y une seconde. La science, elle nous a donné des vaccins, elle nous a emmenés dans l'espace, elle nous a permis de comprendre l'univers comme jamais auparavant. Mais cette même puissance, cette incroyable force créatrice, a aussi créé des menaces capables de nous rayer de la carte. C'est ce paradoxe, cette double facette, qu'on va explorer ensemble. Et pour bien planter le décor, rien de tel que cette citation d'Albert Camus. Faut se remettre dans le contexte, il écrit ça juste après Hiroshima. Et là, il pose les choses avec une clarté brutale. Pour lui, c'est simple, l'humanité est face à un ultimatum, soit le suicide collectif, soit on utilise intelligemment ce que la science nous a donné. Le pouvoir est total et le choix, il est entre nos mains. Alors, commençons par le plus évident, le plus concret, si on veut. La menace qui a vraiment hanté tout le XXe siècle et qui, soyons honnêtes, plane toujours au-dessus de nos têtes. Je parle bien sûr de notre capacité à nous autodétruire. Camus, encore lui, a des mots très forts pour ça. Pour lui, la bombe atomique, c'est une véritable perversion de la science. Imaginez, le moteur du progrès, cette soif de connaissance qui nous pousse à aller toujours plus loin, tout ça, d'un coup, transformé en un outil de destruction massive. La science se met au service de ce qu'il appelle sans détour le meurtre organisé. C'est terrible quand on y pense. Et pour que cette horreur ne reste pas juste un concept, un mot dans un livre d'histoire, écoutez bien cette description de Frank Pavlov. Ça vous glace le sang. Ce n'est plus une question de stratégie militaire, là. Non. On parle d'un éclair de 1000 feux, d'une chaleur qui fait fondre la peau, qui ne laisse qu'un tas d'os et de cendres. C'est l'apocalypse en une fraction de seconde. C'est ça, la réalité concrète. Et si on pense que c'est le comble de l'horreur, attendez de voir la suite. La menace, elle évolue. Albert Jacquard, lui, nous met en garde contre une nouvelle étape, quelque chose d'encore plus glaçant, la guerre déshumanisée. C'est quoi? Imaginez que l'apocalypse ne soit même plus déclenchée par un être humain, par une décision politique, mais par des ordinateurs, des algorithmes. Un suicide définitif, comme il dit, lancé par une machine. On disparaîtrait sans même savoir pourquoi. Ok, on quitte la menace physique, la bombe atomique, pour plonger dans quelque chose de beaucoup plus moderne, de plus insidieux. Un monde où les bombes sont faites de lignes de code et où le champ de bataille est complètement invisible, numérique. Et là, l'escalade a été fulgurante. Rappelez-vous, à la fin des années 90, on avait des virus comme Melissa. C'était agaçant, ça bloquait les boîtes mail, mais ça restait gérable. Et puis boum, en 2000, le virus I Love You débarque et cause des milliards de dollars de dégâts. On change de dimension. Et aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. On parle de logiciels malveillants, hyper sophistiqués, capables de s'attaquer à nos centrales électriques, à nos hôpitaux, bref, à nos infrastructures les plus critiques. Mais alors, qu'est-ce qui les rend si dangereux, ces nouveaux logiciels? C'est leur sophistication, tout simplement. Ils ne se contentent plus d'attaquer bêtement. Non. Ils sont conçus pour être des véritables fantômes. D'abord, la furtivité. Ils se cachent pour qu'on ne les voit pas. Ensuite, le polymorphisme. Ils changent de forme en permanence, comme un caméléon, pour tromper les antivirus. Et enfin, le blindage. Ils sont capables de se défendre, de contre-attaquer si on essaye de les analyser. C'est plus une attaque, c'est une véritable guérilla numérique. Bon, on a vu le péril physique, avec l'atome, le péril numérique, avec le code. Maintenant, on va aborder une troisième dimension, peut-être la plus profonde, celle où la science touche au cœur même de la vie et à notre planète. Là, on est en plein dans le cliché de l'épée à double tranchant, mais c'est tellement vrai. D'un côté, on a des promesses incroyables. Guérir des maladies génétiques, créer des cultures qui résistent à la sécheresse pour nourrir le monde, c'est fantastique. Mais de l'autre côté, il y a la peur. La peur de jouer aux apprentis sorciers, les risques qu'on ne peut pas prévoir, et puis des questions éthiques qui donnent le vertige. On pense bien sûr au clonage, avec l'histoire de la brebis Dolly qui a marqué tout le monde. Et cette caricature, elle est géniale parce qu'elle résume parfaitement cette peur. C'est une peur viscérale. Un simple épis de maïs transformé en grenade. Et le pire, c'est que la goupille a été retirée. Le message est hyper clair. On a peut-être créé une bombe à retardement pour notre santé et pour la planète, et on ne sait absolument pas quand elle va exploser. Et le problème ne se limite pas aux OGM, bien sûr. C'est tout notre modèle de progrès qui est en jeu. Le paradoxe, il est là. Le même moteur industriel qui nous a apporté le confort moderne, l'énergie, les transports, ce même moteur est en train de menacer les fondations de notre existence à travers la pollution, le changement climatique. Le progrès a un coût et on commence à peine à voir l'addition. Alors, après ce tour d'horizon des menaces physiques, numériques, biologiques, on arrive forcément à la question qui tue, la question à $1 million. Mais au final, c'est la faute à qui? Qui est le vrai coupable dans toute cette histoire? Allons-y franchement, est-ce que le problème,
Ce ne serait pas la science, tout simplement? Est-ce que le fait de chercher, de découvrir, de savoir, est-ce que ça ne serait pas ça le péché originel? La connaissance elle-même est-elle dangereuse? Eh bien, voilà une perspective intéressante, celle du biologiste François Jacob. Pour lui, la réponse est non. Il dit attention, ne nous trompons pas de cible. La science, en soi, elle est neutre. C'est un outil, ni plus ni moins. Le vrai problème, le vrai danger, ce sont les passions humaines. C'est le fanatisme, qu'il soit politique ou religieux, qui vient prendre cet outil et le transformer en arme. Et Jean Dorst enfonce le clou avec un exemple absolument parfait. Prenez la radioactivité. C'est un phénomène naturel découvert par Becquerel. C'est un fait, point. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est la volonté humaine qui a décidé d'en faire une bombe. Mais cette même radioactivité, elle sert aussi en médecine pour soigner des cancers. On voit bien que l'outil est le même. C'est l'intention derrière qui change. Donc pour conclure, la science n'est ni notre plus grand espoir, ni notre plus grave péril. Elle est les deux à la fois. Ou plutôt, elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est juste puissante, terriblement puissante. Elle nous donne un pouvoir immense, presque divin. La vraie question, la seule qui compte finalement, ce n'est pas de savoir si la science est dangereuse. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, nous, l'humanité, avec ce pouvoir démesuré?